La pluie martelait le pont comme un verdict divin. Et Nicolas, les poings serrés sur le garde-fou glacé, murmura d'une voix brisée, « C'est fini. Tout est fini. » Son reflet dans les eaux sombres de la Seine semblait le narguer. Un fantôme pâle aux yeux creusés par des nuits sans sommeil. Un homme de 25 ans qui avait cru pouvoir défier le monde. Mais ce soir-là, sous le ciel plombé de Paris, il n'était plus qu'un condamné, prêt à plonger dans l'oubli pour la simple faute d'aimer un autre homme. Derrière lui, un cri perçant déchira la nuit, « Nico !» Non. Nico. C'était Hugo. Son petit frère. Courant comme un diable boiteux. Ses chaussures trouées claquant sur les pavés mouillés. À 10 ans. Hugo n'avait pas appris à lire les mots qui tuaient, les lettres dansaient pour lui comme des ombres fuyantes. Mais il lisait les âmes. Et celle de son frère hurlait depuis des semaines. Nicolas se figea, le cœur cognant comme un tambour de guerre. Comment Hugo avait-il su? Comment ce gamin? Ce petit analphabète aux yeux trop grands pour son visage maigre. Avait-il traversé les rues sombres de Belleville pour le trouver ici? Sur ce pont maudit où tant d'autres avaient déjà capitulé? Il se tourna lentement. Et ce qu'il vit le cloua sur place, Hugo. Trempé jusqu'aux os. Un dessin froissé dans la main. Le regard implorant comme un chiot abandonné. Rentre à la maison. Hugo. Souffla Nicolas. La voix rauque de larmes contenues. Tu ne comprends pas. Personne ne comprend. Mais Hugo s'approcha, ignorant la pluie qui fouettait son visage. Et tendit le dessin, une esquisse maladroite au crayon, représentant deux silhouettes enlacées sous un soleil radieux. Pour toi. Nico. Pour nous. Les mots étaient simples, balbutiés avec cet accent des faubourgs. Mais ils portaient le poids d'un serment. Nicolas sentit ses jambes fléchir. Il s'effondra à genoux. Et Hugo se jeta dans ses bras. Minuscule bouclier contre la tempête. Tout avait commencé 3 mois plus tôt. Dans la chaleur étouffante d'un été parisien qui masquait à peine la pourriture des vieux immeubles de la rue de la Roquette. Nicolas travaillait comme serveur dans un café branché du Marais. Là où les touristes flirtaient avec l'idée de la liberté. Et les Parisiens avec leurs illusions. C'était un garçon ordinaire. Aux traits fins hérités de leur mère bretonne. Avec des cheveux châtains qui bouclaient sous l'humidité et des yeux verts qui trahissaient trop souvent ses secrets. Il avait fui la province à 18 ans. Laissant derrière lui un père alcoolique et une mère qui priaient pour des miracles. Pour rejoindre la capitale où, disait-on, l'amour ne connaissait pas de chaîne. Mais Paris, cette belle menteuse, avait d'autres plans. Un soir de juillet, alors que la ville suait sous les néons, Nicolas avait croisé le regard de Léo. Léo était tout ce qu'il n'était pas, charismatique. Avec une barbe naissante qui soulignait sa mâchoire carrée. Des tatouages discrets sur les avant-bras ou des vagues évoquant l'océan qu'il n'avait jamais vu. Et un rire qui faisait vibrer l'air comme une promesse. Ils s'étaient rencontrés à une fête clandestine dans un loft du 11e arrondissement. Un de ces événements où les corps se frôlaient sans préambule. Et les cœurs battaient au rythme d'une musique électro qui masquait les peurs. Tu danses comme si le monde allait s'effondrer demain, avait dit Léo. Sa voix chaude contre l'oreille de Nicolas. Tandis que leurs hanches se synchronisaient sur le beat. Nicolas avait rougi. Ce qui n'était pas dans ses habitudes. Et avait répliqué d'un sourire timide, peut-être qu'il le fera. Ils avaient ri. Et ce rire avait scellé leur destin. Cette nuit-là, dans la moiteur d'un lit d'emprunt, ils avaient exploré l'un l'autre avec une urgence fiévreuse. Des mains tremblantes traçant des cartes sur des peaux inconnues. Des lèvres murmurant des aveux que ni l'un ni l'autre n'avait osé formuler auparavant. Léo était étudiant en architecture. Originaire d'une famille bourgeoise du 16e. Mais il portait en lui une rébellion sourde contre les conventions. Mon père pense que l'amour est une ligne droite. Confiait-il un matin. Alors qu'il partageait un café noir sur le balcon étroit de l'appartement de Nicolas.
Mais pour moi, c'est un labyrinthe. Et toi? Tu es la sortie. Nicolas, qui n'avait connu que des amours furtives et des cœurs brisés dans l'ombre des bars gays de Bastille, se sentait vivant pour la première fois. Il passait des journées entières à flâner le long de la Seine, main dans la main quand les rues étaient vides, à rêver d'un futur où Paris ne serait plus un refuge précaire mais un foyer. Hugo entrait dans cette idylle comme un soleil inattendu. Le petit frère avait été confié à Nicolas 2 ans plus tôt, après la mort de leur mère dans un accident banal ou une chute dans les escaliers d'un métro bondé. Leur père, ruiné par la bouteille, avait filé vers le sud sans un regard en arrière. Hugo, avec son illettrisme tenace, un legs de négligence scolaire et d'un cerveau qui préférait les images aux lettres, était devenu la responsabilité de Nicolas. À 10 ans, il dessinait des mondes entiers sur des bouts de papier journal, des châteaux volants, des frères invincibles, des amours sans nom. C'est qui? Ce beau gosse? Avait demandé Hugo la première fois qu'il avait vu Léo, assis sur le lit de Nicolas, un joint à la main. Léo avait éclaté de rire. Et Hugo, sentant la joie contagieuse, s'était mis à babiller en gesticulant. Nicolas observait la scène, le cœur gonflé d'une tendresse qu'il n'avait jamais connue. Pour la première fois, sa vie avait un sens, Léo pour l'amour, Hugo pour l'innocence. Ils formaient un trio improbable, errant dans les marchés aux puces de Saint-Ouen, où Léo marchandait des vinyles usés et Hugo collectionnait des crayons cassés. Pourtant, les ombres planaient. La famille élargie, ses oncles provinciaux aux idées étroites commençaient à murmurer. Une tante pieuse, venue pour l'anniversaire de Hugo, avait surpris un baiser volé entre Nicolas et Léo dans la cuisine exiguë. C'est contre nature, avait-elle craché plus tard, au téléphone avec le père absent. Les mots s'étaient propagés comme un poison lent, empoisonnant l'air de l'appartement. Nicolas avait ignoré les appels. Mais Léo, lui, avait commencé à s'éloigner. Ma mère m'a dit que c'était une phase, avoua-t-il un soir, les yeux fuyants. Elle veut que je rencontre sa nièce. Le cœur de Nicolas se serra. Mais il feignit l'indifférence. Les phases passent, répondit-il, la gorge nouée. Ils firent l'amour cette nuit-là avec une violence désespérée, comme pour graver leur corps l'un dans l'autre. Mais au matin, Léo était parti, laissant un mot laconique, je t'aime. Mais pas assez pour tout ça. La trahison coupa Nicolas comme un rasoir. Il erra des jours entiers, buvant du vin bon marché dans des bars anonymes. Tandis que Hugo, sentant la tourmente, se blottissait contre lui en silence, dessinant des soleils tristes. La goutte d'eau fut un appel de l'oncle Maurice, ce colosse bedonnant qui dirigeait une boucherie à Lyon. Ton père est au courant. Maintenant. Il dit que tu déshonores le nom de la famille. Reviens. Ou on coupe les vivres pour le gamin. Nicolas raccrocha, les mains tremblantes. Hugo avait besoin de lui ou des repas chauds, des nuits sans peur. Mais à quel prix? La nuit suivante, seul dans l'appartement vide, il avala une poignée de pilules, mais vomit tout, sauvé par un réflexe primal. Ce fut le pont qu'il appela ensuite. Ce vieux pont de la Tournelle où les amants maudits venaient expier. Et maintenant, Hugo était là, serré contre lui, ignorant la pluie qui les noyait tous deux. Nico, pourquoi tu veux partir? Murmura le petit, sa voix un filet fragile. Nicolas le serra plus fort, sentant les os saillants de son frère contre sa poitrine. Parce que je suis cassé. Hugo. Parce que j'aime comme on n'aime pas ici. Mais Hugo secoua la tête, pressant le dessin contre le torse de Nicolas.
T'es pas cassé. T'es mon héros. Et les héros? Ils restent. Ils restèrent ainsi longtemps. Deux ombres sur le pont. Tandis que la pluie ralentissait en une bruine compatissante. Nicolas pleura. Pour la première fois depuis des années. Et Hugo chanta une berceuse bretonne apprise de leur mère. Sa voix chevrotante couvrant le murmure de la Seine. Ce n'était pas une fin. Mais un commencement fragile. Un fil tendu entre le désespoir et l'espoir. Les jours suivants furent un brouillard de survie. Où Paris? Cette indifférente. Continuait son balai effréné sans se soucier des cœurs brisés. Nicolas avait ramené Hugo à l'appartement de la rue de la Roquette. Un 2 pièces aux murs lézardés où l'odeur de peinture écaillée se mêlait à celle du pain grillé. Il s'était endormi enlacé sur le canapé défoncé. Le dessin de Hugo coincé entre eux comme un talisman. Au matin. Nicolas s'était réveillé avec une résolution nouvelle. Ténu comme un rayon filtrant à travers les rideaux jaunis, il vivrait. Pour Hugo. Pour ce petit frère qui, sans mots compliqués, avait lu l'abîme en lui. Mais la vie, cette ironie cruelle, ne les laissa pas en paix. L'oncle Maurice surgit un après-midi. Sa silhouette massive bloquant la lumière dans l'encadrement de la porte. Regarde-toi. Nicolas. Grognatait-il. Son accent lyonnais roulant comme un tonnerre. Un homme fait. Et tu te comportes comme une gamine éconduite. Ton père est furieux. Il veut le gamin avec lui. Dans un vrai foyer. Hugo. Caché derrière le rideau de la cuisine. Serrait son ours en peluche usé. Les yeux écarquillés de terreur. Nicolas se planta devant l'oncle. Les poings serrés. Un vrai foyer? Avec un ivrogne qui le battra pour un oui ou un non? Jamais. Les mots jaillirent comme un défi. Et Maurice, rouge de colère, leva la main. Mais Hugo surgit alors. Minuscule furie. Et s'interposa. Criant, laisse mon frère. Il est à moi. L'oncle hésita. Décontenancé par ce gamin qui ne savait pas lire mais qui hurlait avec la force d'un lionceau. Maurice partit en maugréant des menaces vides. Mais ses paroles empoisonnèrent l'air, tu finiras seul. Avec tes vices. La famille n'accepte pas ça. Cette nuit-là, Nicolas ne dormit pas. Il veilla Hugo. Endormi d'un sommeil agité. Et se promit de trouver une issue. Il appela un vieil ami. Julien. Un activiste gay qui tenait un centre LGBTQ+ dans le Marais. Viens. Dit Julien d'une voix ferme au téléphone. On a des ressources pour les familles comme la vôtre. Et pour le petit. On peut arranger des cours particuliers. L'illettrisme n'est pas une fatalité. Nicolas hésita. La fierté piquait au vif. Mais l'image de Hugo, ce frère qu'il avait sauvé sans savoir lire les dangers, le poussa en avant. Le centre était un havre discret. Niché dans une cour pavée derrière une librairie d'occasion. Julien. Un homme d'une quarantaine d'années aux lunettes rondes et au sourire contagieux. Les accueillit avec une tasse de thé fumant. Raconte-moi tout. Dit-il simplement. Et Nicolas. Pour la première fois. Laissa les mots couler, l'amour pour Léo. La trahison. Le pont. Hugo. Le petit frère. Assis par terre avec des crayons. Dessinait en écoutant. Ses petites mains capturant l'essence de la peine comme un peintre intuitif. Tu n'es pas seul. Nicolas. Assura Julien. Posant une main sur son épaule. Paris est une ville de masques. Mais ici, on les enlève. Et pour Hugo. On commence demain, des ateliers ludiques. Des histoires contées. Pas de livres qui effraient. Hugo leva les yeux. Curieux. Et Julien lui montra un tableau où des images colorées formaient des mots, un soleil pour joie. Deux mains jointes pour amour.
Le gamin sourit. Un vrai sourire. Et Nicolas sentit une chaleur oubliée envahir sa poitrine. Pourtant, le passé n'était pas mort. Une semaine plus tard, Léo réapparut. Comme un fantôme élégant sur le seuil de l'appartement. Il portait un costume impeccable. Cadeau de sa mère sans doute. Et ses yeux, autrefois si vifs, étaient voilés de regrets. J'ai été un lâche, murmura-t-il, la voix tremblante. Ma famille m'a menacé de me couper les vivres si je continuais avec toi. Mais je n'arrête pas de penser à nous. À nos nuits sur le toit. À regarder les étoiles au-dessus de Notre-Dame. Nicolas, le cœur en lambeaux, le fit entrer malgré tout. Hugo était à l'école spéciale ce jour-là, ses premiers pas timides vers les lettres. Et l'appartement semblait trop vide pour les fantômes. Ils s'assirent sur le canapé. Une bouteille de vin rouge entre eux. Et Léo parla de sa mère qui pleurait en cachette. De son père qui citait des versets bibliques tordus. De la pression d'une lignée où l'amour était un contrat social. Je t'aime encore, Nico. Plus que tout. On pourrait partir. Recommencer ailleurs. Lyon. Peut-être. Ou même l'étranger. Les mots étaient doux. Sirupeux comme le Bordeaux. Et Nicolas, affamé d'affection, se laissa aller. Ils s'embrassèrent. Un baiser chargé de souvenirs et de promesses brisées. Leur corps se retrouvant avec une familiarité douloureuse. Léo murmura des « je t'aime » contre sa peau. Et pour un instant, le monde s'effaça. Mais au matin, quand Nicolas se réveilla seul, un billet de train pour Lyon sur la table et un mot, c'est mieux comme ça. Protège-toi. Protège Hugo. La trahison frappa comme un coup de poignard. Nicolas vomit dans l'évier. Les larmes coulant en silence. Léo n'avait pas changé, il était toujours ce garçon charmant qui fuyait les tempêtes. Pire. Il avait vu Hugo comme un fardeau. Un peut-être dans leur futur hypothétique. Nicolas jura alors. Les poings contre le mur, plus jamais. Il irait de l'avant. Pour lui-même. Pour son frère. Mais la blessure saignait. Et Paris, avec ses rues labyrinthiques, semblait se refermer sur lui comme un étau. Hugo rentra de l'école avec un premier mot appris, frère. Il le traça sur une feuille. Maladroit mais fier. Et le colla sur le frigo. Pour toi. Nico. Parce que t'es mon frère. Nicolas le serra dans ses bras. Enfouissant son visage dans les cheveux emmêlés de l'enfant. Ce soir-là, ils cuisinèrent ensemble une ratatouille approximative. Avec trop d'ail et pas assez de sel. Et rirent pour la première fois depuis des semaines. Hugo raconta ses dessins. Mimant des histoires folles de chevaliers et de dragons. Et Nicolas, écoutant, sentit les fissures de son âme se combler. Goutte à goutte. Mais le conflit familial couvait. Une lettre arriva. Cachetée de cire rouge. De l'avocat du père, une mise en demeure pour la garde de Hugo. Inaptitude morale de l'actuel tuteur en raison de son orientation sexuelle. Les mots légaux dansaient comme des serpents. Et Nicolas, paniqué, appela Julien. Ils veulent me le prendre. Ils disent que je suis un danger. Julien jura doucement, pas si on contre-attaque. On a des associations. Des témoignages. Et Hugo? Qu'est-ce qu'il dit? Nicolas baissa les yeux vers le petit, qui jouait par terre avec des bouts de papier. Hugo ne lit pas. Julien. Il ne comprend pas les lois. Mais quand il expliqua, en mots simples, que des méchants voulaient les séparer, Hugo se raidit. Non, hurla-t-il, jetant ses crayons. Nico est à moi. On reste ensemble.
Il se mit à dessiner furieusement, deux silhouettes main dans la main. Face à un mur de ténèbres. Mais avec un arc-en-ciel perçant les nuages. Ce dessin devint leur étendard. Nicolas l'emporta au centre. Où Julien organisa une réunion d'urgence avec des militants. Une femme aux cheveux courts. Claire. Une avocate transgenre qui avait gagné des batailles similaires. Promis, on va montrer que l'amour n'est pas un crime. Que la famille. C'est ce qu'on choisit. Pas ce qu'on subit. Ils passèrent des nuits à préparer des dossiers. Hugo dormant sur un matelas de fortune. Murmurant dans son sommeil des promesses de fidélité. Au milieu de ce chaos, une lueur inattendue, Marc. Il était venu au centre pour un atelier d'écriture créative. Un professeur d'art d'une trentaine d'années aux yeux bleus perçants et à la voix douce comme un vin d'Alsace. Marc n'était pas flamboyant comme Léo, il était solide. Avec des mains calleuses de sculpteur et un passé de coming out douloureux dans une famille catholique de Normandie. J'ai perdu mes parents pour ça. Confia-t-il un soir. Alors qu'il rangeait les chaises après une session. Mais j'ai gagné une vie. Et toi? Nicolas. Tu as Hugo. C'est plus que ce que j'ai eu. Leur première conversation dura jusqu'à l'aube. Sous les lumières tamisées du centre. Marc parla de ses sculptures aux détorses entrelacées en argile. Symbole d'amours interdites. Et Nicolas. Pour la première fois. Se confia sans peur. J'ai failli sauter. Pour un amour qui n'en valait pas la peine. Marc posa une main sur la sienne. Un geste simple. Sans exigence. L'amour vrai ne pousse pas au vide. Il te tire vers la lumière. Hugo. Observant de loin. Approuva d'un hochement de tête vigoureux. Il sent bon. Comme le pain frais. Dit-il plus tard. Et Nicolas rit. Un rire libérateur. Marc devint un pilier discret, il aidait Hugo avec des leçons d'art. Transformant les lettres en forme vivante, un A comme un arbre. Un M comme une montagne. Le petit progressait. Lentement. Ses yeux s'illuminant à chaque découverte. Mais le ciel s'assombrit à nouveau. L'audience au tribunal approchait. Et Léo, dans un sursaut de culpabilité, envoya un message, je témoignerai pour toi. Pour nous. Nicolas hésita. Le poison de la trahison encore frais. Était-ce une rédemption sincère? Ou un autre mensonge? Il répondit, viens. Si tu oses affronter ta famille pour de bon. La réponse tarda. Et le doute s'insinua. Comme une ombre sur leur fragile bonheur. Le tribunal du 18e arrondissement était un bâtiment austère. Avec des colonnes grises qui semblaient porter le poids des jugements passés. Nicolas arriva tôt. Hugo à la main. Le petit serrant son dessin comme un bouclier. Marc les accompagnait. Silencieux soutien. Sa présence une encre dans la tempête. Julien et Claire étaient déjà là. Dossier en main. Entouré d'une poignée de militants au badge arc-en-ciel discret. L'air sentait le papier jauni et l'anxiété. Et Nicolas. En costume emprunté trop large. Sentait son estomac se nouer. Courage. Murmura Marc. Serrant son épaule. Hugo. Sentant la tension. Traça un cœur sur sa paume avec un stylo mâchonné. Pour la chance. Dit-il. Et Nicolas sourit faiblement. Le cœur gonflé de gratitude pour ce frère qui, sans mots savants, comprenait l'essentiel. L'audience commença par les formalités glaciales. L'avocat du père, un homme sec aux lunettes pincées, dépeignit Nicolas comme un déviant. Citant des preuves anonymes, des ragots de famille. Des photos floues volées lors d'une fête. Le tuteur actuel expose l'enfant à un mode de vie immoral. Dangereux pour son développement. Les mots résonnaient comme des coups de marteau. Et Hugo, assis à côté de Nicolas, se recroquevilla.
les yeux rivés sur ses chaussures. Puis vint le tour de la défense. Claire se leva. Voix claire et incisive, messieurs les juges. L'orientation sexuelle n'est pas un crime. C'est un droit fondamental. Protégé par la loi française depuis 1982. Monsieur Nicolas a élevé son frère avec amour et dévouement. Malgré l'abandon familial. Elle présenta des témoignages, Julien sur le centre. Un pédagogue sur les progrès de Hugo en apprentissage alternatif. Et puis, Hugo lui-même fut appelé. Le petit monta à la barre. Minuscule face aux adultes en toge. L'avocat adverse le questionna d'une voix mielleuse, « Tu sais ce que fait ton frère la nuit ?» Hugo ? Le gamin secoua la tête. Confus. Claire intervint doucement, « Hugo. Dis-nous ce que tu ressens pour Nicolas. » Il hésita. Puis, d'une voix chevrotante, « Il est mon Nico. Il me lit des histoires. Même s'il est fatigué. Il me protège des monstres. Je veux rester avec lui. » Les mots, simples et purs, firent planer un silence lourd dans la salle. Un juge, une femme aux cheveux grisonnants, essuya discrètement une larme. Mais le coup de théâtre vint de Léo. Il entra en retard. Pâle comme un spectre. Son costume froissé trahissant une nuit sans sommeil. « Je témoigne pour Nicolas. » déclara-t-il d'une voix ferme. Surprenant l'assemblée. Il raconta leur histoire. Non comme un scandale, mais comme un amour authentique brisé par la peur familiale. J'ai fui. Oui. Parce que ma propre famille m'a menacé. Mais Nicolas est l'homme le plus courageux que je connaisse. Il mérite Hugo plus que quiconque. Ses yeux croisèrent ceux de Nicolas. Un mélange de regret et de tendresse. Et pour un instant, le passé sembla se dissoudre. L'avocat adverse contre-attaqua, « Et vous, monsieur, encouragez-vous ce mode de vie auprès de l'enfant ?» Léo se raidit. « Je l'encourage à être honnête. À aimer sans honte. C'est ça. Élever un enfant. » Le juge hocha la tête. Et l'audience se poursuivit dans un murmure. À la fin, le verdict tomba comme une délivrance, garde maintenue à Nicolas. Avec supervision bienveillante. Le père, absent, fut condamné à une pension alimentaire symbolique. Dehors, sous un ciel enfin bleu, Hugo sauta dans les bras de Nicolas. « On a gagné !» cria-t-il. Et la petite foule applaudit. Léo s'approcha. Hésitant. « Je suis désolé. Nico. Vraiment. Je pars à Berlin. Pour étudier. Mais si tu veux. » Nicolas l'interrompit d'un geste doux. « Merci d'être venu. Mais je dois guérir. Pour moi. Pour Hugo. » Léo hocha la tête. Un sourire triste aux lèvres. Et s'éloigna. Silhouette se fondant dans la foule parisienne. Marc, resté en retrait, offrit son bras à Nicolas. Prêt pour un café ? Ils marchèrent jusqu'à un bistrot du coin. Hugo trottinant entre eux. Babillant sur des glaces imaginaires. Ce fut là, autour d'une table en formica ébréchée, que quelque chose de nouveau naquit. Marc parla de ses rêves, une exposition d'art sur les amours invisibles. Et Nicolas, libéré du poids du tribunal, osa rêver à son tour un appartement plus grand. Peut-être près du canal Saint-Martin, où Hugo pourrait grandir sans chaîne. Les semaines suivantes furent un baume. Hugo progressait à pas de géant dans ses ateliers avec Marc, il lisait maintenant des phrases simples. Comme « Je t'aime. Frère. » Nicolas reprit le travail au café. Mais avec une assurance nouvelle. Flirtant ouvertement avec les habitués quand l'humeur le prenait. Et Marc devint plus qu'un ami.
Leurs premiers rendez-vous furent timides, une promenade au Père-Lachaise, où ils parlèrent de tombes célèbres et de vies brisées, un pique-nique sous les cerisiers du Luxembourg, où Hugo courait après des pigeons tandis que leurs mains se frôlaient. L'amour avec Marc était différent de celui avec Léo, pas de feu d'artifice, mais une braise constante, nourrie de conversations profondes et de silences complices. Une nuit, après avoir bordé Hugo, ils se retrouvèrent sur le balcon étroit. « J'ai peur de t'aimer », avoua Nicolas, la voix basse sous les étoiles. « J'ai déjà perdu tant. » Marc le prit dans ses bras, son corps solide contre le sien. « L'amour n'est pas une perte, Nico. C'est un risque qu'on prend ensemble. Et moi, je suis prêt. » Ils firent l'amour lentement, explorant avec une tendresse qui guérissait les cicatrices. Les mains de Marc, habituées à modeler l'argile, traçaient des chemins doux sur la peau de Nicolas, murmurant des poèmes de Rimbaud entre deux baisers. Au matin, Hugo les trouva enlacés. Au lieu de questions, il dessina un nouveau tableau, 3 silhouettes sous un soleil, main dans la main. « Ma famille », dit-il fièrement. Et Nicolas, les larmes aux yeux, sut que c'était vrai. Pourtant, le drame n'était pas achevé. Une lettre de Berlin arriva. De Léo, je suis avec quelqu'un d'autre. Mais c'est toi que j'aurais dû choisir. Pardonne-moi. La jalousie piqua Nicolas. Un serpent venimeux. Mais Marc, sentant le trouble, l'emmena en escapade, un week-end à Giverny, chez Monet, où les nénuphars flottaient comme des rêves apaisés. Là, sous les arches de verdure, Marc mit un genou à terre non pour une bague, mais pour une sculpture miniature. 2 cœurs entrelacés en terre cuite. Pas de promesse folle, dit-il. Juste nous. Aujourd'hui et demain. Hugo, ravi par les jardins, courut librement, ramassant des feuilles pour ses dessins. Ce fut là que le petit confia son secret, j'ai peur des mots. Nico. Ils me font mal à la tête. Nicolas s'agenouilla, le prenant aux épaules. Les mots ne sont pas ennemis, Hugo. Ils sont des amis. Comme Marc. On les apprivoise ensemble. Et ils le firent, jour après jour, transformant l'apprentissage en jeu, en art, en amour. Mais le passé familial revint hanter. L'oncle Maurice, amer de la défaite au tribunal, organisa une confrontation, un dîner tendu chez une cousine, dans un appartement cossu du 7e. « Tu crois que ton mode de vie est normal ?» lança-t-il. Rougeau. Un verre de cognac à la main. Les cousins hochèrent la tête, mal à l'aise. Nicolas, avec Hugo à ses côtés et Marc en renfort silencieux, répondit calmement, « Normal ? C'est l'amour, oncle. Le vrai, pas celui qui juge. » Hugo, sentant la tempête, se leva sur sa chaise, « Nico est bon. Il me donne des câlins. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Et Maurice, déstabilisé, marmonna une excuse avant de partir. Cette victoire petite fut un catalyseur. Nicolas, inspiré, commença à écrire un journal pour Hugo. Des histoires où des frères gays sauvaient le monde avec des crayons magiques. Marc l'encouragea, lisant les brouillons à voix haute lors de leur soirée. Et Léo ? Il devint un souvenir. Une leçon sur la fragilité des passions. Pourtant, le vrai test approchait. Hugo, à l'école spéciale, fut harcelé par un camarade, « Ton frère est un pédé. » Le mot, cru et blessant, fit éclater le petit en sanglots à la maison. Nicolas,
Le cœur brisé. Le serra contre lui. Ces mots sont des mensonges. Hugo. Toi et moi. On sait ce qui compte. Avec Marc. Ils organisèrent une rencontre avec l'école, plaidant pour l'éducation inclusive. Le directeur. Ému par le témoignage de Hugo, mon frère m'apprend à lire avec le cœur. Promis des changements. Dans cette épreuve, l'amour de Marc s'approfondit. Une nuit pluvieuse. Après une dispute futile sur l'avenir, ils se réconcilièrent dans la passion, corps fusionnant dans une danse lente. Murmure de eux pour toujours contre la peau. Nicolas apprit que l'amour n'était pas une conquête, mais un partage. Et Marc, avec sa patience infinie, le lui enseigna jour après jour. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre. Et avec lui vint une quiétude précaire. Nicolas, Marc et Hugo formaient désormais un trio inséparable, naviguant les rues de la capitale comme une famille recomposée. L'appartement de la rue de la Roquette, trop exigu pour leur rire grandissant, fut échangé contre un 3 pièces près du canal Saint-Martin, des fenêtres donnant sur l'eau miroitante. Un atelier pour Marc où l'argile s'entassait en monticules créatifs. Et un coin pour Hugo, jonché de cahiers où les mots naissaient enfin. Laborieux mais victorieux. Hugo lisait maintenant des contes simples, sa voix hésitante traçant les syllabes comme des pas sur une corde raide. Il était une fois un frère courageux, récitait-il un soir, assis en tailleur sur le tapis usé. Et Nicolas, feignant l'émerveillement, applaudissait avec Marc. Ces moments étaient des joyaux, contrastant avec les ombres persistantes. L'oncle Maurice avait coupé les ponts. Le père envoyait des chèques froids sans lettres. Et Léo, de Berlin, n'était plus qu'un écho distant. Mais la vie, capricieuse, réservait encore des épreuves. Marc reçut une commande prestigieuse, une exposition à la Biennale de Venise. Un rêve d'artiste qui exigeait des mois d'absence. Je dois y aller. Nico, confia-t-il une nuit, alors qu'ils étaient enlacés sous les draps froissés. C'est ma chance. Mais toi et Hugo, vous êtes ma vie. Nicolas, le cœur serré par l'appréhension, hocha la tête. Vas-y. On t'attendra. Pourtant, au fond de lui, la peur rongeait, et si l'éloignement ravivait les fantômes? Marc partit sous un ciel gris, promettant des appels quotidiens et des cartes postales. Les premiers jours furent supportables, Hugo dessinait des gondoles imaginaires. Et Nicolas plongeait dans son journal, transformant ses peines en nouvelles. Mais la solitude s'insinua. Sournoise. Une soirée au café. Un client séduisant, un écrivain aux yeux sombres flirta ouvertement. Et Nicolas, faible un instant, accepta un verre. Rien ne se passa. Mais le remords le rongea comme un acide. Pire, des nouvelles de Léo filtrèrent, un ami commun murmura qu'il était de retour à Paris. Changé. Prêt à se battre pour de vrai. Nicolas ignora l'appel qui suivit. Mais le doute planta sa graine. Hugo, sentant le trouble, devint ombrageux. Ses nuits hantées par des cauchemars où le méchant reprenait Marc. Il va pas revenir. Hein? Demanda-t-il un matin. Les yeux rougis. Nicolas le serra fort. Bien sûr que si. L'amour vrai ne s'efface pas. Pour tromper l'attente, ils entreprirent un projet fou, un mur de dessin dans l'atelier, où Hugo et Nicolas capturaient leurs souvenirs. Le petit traçait des scènes de leur sauvetage sur le pont aux deux frères sous la pluie. Un arc-en-ciel naissant. Et Nicolas ajoutait des mots, espoir, famille, amour. Ces rituels les unirent plus. Mais la nuit, seul dans le lit trop grand, Nicolas revivait les trahisons passées.
se demandant si le bonheur était un mirage. Léo surgit alors. Inopportun comme un orage d'été. Il apparut au café un après-midi pluvieux. Trempé et déterminé. J'ai tout plaqué à Berlin, dit-il, s'asseyant au comptoir sans y être invité. Ma famille. Les études. Pour toi. Je veux réparer. Ses yeux brillaient d'une ferveur nouvelle. Et il parla de thérapie. De coming out public. D'un appartement qu'il avait loué près de Montmartre. Nicolas, partagé entre colère et nostalgie, l'écouta en silence, le cœur battant. Et Hugo, demanda-t-il enfin. Léo sourit. Maladroit. Je l'adore, ce gamin. Il m'a appris la bravoure. Laisse-moi une chance. Nico. On pourrait être une famille. Les mots étaient tentants. Un écho du passé idéalisé. Et ce soir-là, Nicolas rentra tard. L'esprit tourmenté. Hugo, sentant l'odeur de vin sur son frère, fronça les sourcils. T'as vu le fantôme, demanda-t-il. Et Nicolas, surpris, rit malgré lui. Comment tu sais? Hugo haussa les épaules. Tes yeux sont tristes. Comme avant le pont. Cette franchise enfantine fut un électrochoc. Nicolas appela Marc cette nuit-là. La voix brisée, Léo est de retour. Il veut tout recommencer. Il y eut un silence. Puis la voix de Marc. Calme comme un lac, et toi? Qu'est-ce que tu veux? Les mots de Marc opposés. Sans accusation libérèrent quelque chose en Nicolas. Toi. Nous. Hugo. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, tissant des promesses à travers les kilomètres. Et au matin, Nicolas bloqua le numéro de Léo. Mais la trahison. Cette fois. Vint d'ailleurs. Une lettre anonyme glissa sous la porte, des photos de Nicolas et du client au café. Truquée pour suggérer une liaison. Signée d'un bienfaiteur. Elle menaçait de la montrer à Marc. Panique. Était-ce l'oncle? Un cousin jaloux? Nicolas détruisit les clichés. Mais le poison s'était insinué. Lors de l'appel suivant, il hésita à tout dire, craignant de briser la confiance naissante. Hugo, avec son intuition aiguisée, perça le secret. T'as un monstre dans la tête? Nico? Demanda-t-il un soir, en le voyant fixer le vide. Nicolas craqua, racontant tout dans un torrent de mots. Le petit écouta, puis prit un crayon. On le dessine. Le monstre. Et on le chasse. Ensemble. Ils tracèrent une bête hideuse aux cornes tordues. Yeux rouges. Puis la recouvrirent d'un raz-de-marée de couleurs vives, bleu pour la vérité. Jaune pour le courage. Voilà. Dit Hugo. Mort. Ce rituel infantile guérit plus que les mots. Nicolas confia tout à Marc lors d'un appel vidéo. Et l'artiste? Loin d'accuser. Rit doucement. Les monstres sont des illusions. Nico. Ce qui compte, c'est qu'on se choisisse chaque jour. Encouragé. Nicolas écrivit une lettre à Léo, merci pour les souvenirs. Mais mon futur est ailleurs. Sois heureux. Il l'envoya. Et un poids s'envola. Pourtant, le climax familial éclata. Le père de Nicolas débarqua sans prévenir. Un homme émacié aux yeux injectés de sang. Flanqué de Maurice. Je reprends le gamin. Grognatait-il. Ignorant Hugo qui se cachait derrière Nicolas. La confrontation fut violente, cris dans le salon. Chaise renversée. Le père accusant Nicolas de pourrir l'âme de l'enfant avec tes déviances.
Marc, alerté par un appel paniqué, arriva en trombe depuis l'aéroport où son vol avançait par miracle. « Sortez d'ici » dit-il calmement, sa silhouette imposante barrant la porte. Cet enfant est aimé. Protégé. Vous n'apportez que la honte. Le père ricana. Mais Hugo surgit alors, brandissant son cahier. Regarde. Papa. Cria-t-il, montrant une page où il avait écrit. De sa main malhabile, je suis Hugo. Mon frère est mon héros. Et Marc est mon ami. Les mots, lus à voix haute par Nicolas d'une voix tremblante, firent vaciller l'ivrogne. Maurice tira son frère par le bras, marmonnant, laisse tomber. Il a gagné. Ils partirent. Que basse. Et le silence qui suivit fut sacré. Marc serra Nicolas, essuyant ses larmes. Tu as été parfait. Hugo, épuisé, s'endormit entre eux sur le canapé, son cahier ouvert comme un trophée. Cette nuit-là, l'amour de Nicolas et Marc s'exprima en murmures et caresses. Une célébration douce de leur victoire. Hugo, dans son sommeil, sourit. Il avait sauvé son frère une fois de plus. Non avec des mots appris, mais avec le langage du cœur. L'hiver s'installa doucement, saupoudrant Paris d'une neige rare qui transforma les toits en toile blanche. L'exposition de Marc à Venise fut un triomphe, ses sculptures d'amour entrelacées firent la une des journaux italiens. Et il revint auréolé de gloire. Une médaille en argile pour Hugo, un petit cœur gravé et famille. Nicolas l'accueillit à l'aéroport. Hugo sur les épaules, brandissant une banderole maladroite, bienvenue. Amour. Le baiser qu'ils échangèrent, sous les regards indifférents des voyageurs, fut une déclaration publique. Un pas vers la liberté. La vie s'organisa en un rythme harmonieux. Nicolas, promu sous-chef au café, économisait pour un voyage en Bretagne, un pèlerinage aux racines, pour montrer à Hugo les vagues que leur mère avait aimées. Marc ouvrait un atelier partagé au centre LGBTQ+, où Hugo aidait parfois, distribuant des crayons aux enfants comme lui, ceux que les mots effrayaient. Le petit lisait désormais des paragraphes entiers, sa voix gagnant en assurance. Et chaque soir, il racontait ses aventures. Aujourd'hui, j'ai écrit l'espoir tout seul. Les ombres familiales s'estompèrent. L'oncle Maurice envoya une carte d'anniversaire pour Hugo. Laconique mais sincère, désolé pour avant. Le père, dans un sursaut d'humanité, proposa une rencontre neutre, supervisée. Nicolas accepta. Pour Hugo, le café choisi était anonyme, près de la gare de Lyon. Et le vieil homme arriva sobre, les mains tremblantes. J'ai été un mauvais père, admit-il, les yeux baissés. Mais ce gamin, il mérite mieux. Hugo, prudent, offrit un dessin, un bateau sur l'océan, avec 3 silhouettes à bord. Pour toi, si tu veux naviguer avec nous. Le père pleura. Un sanglot rauque. Et promit de se soigner. Ce ne fut pas une réconciliation parfaite, mais un pont fragile, tendu vers l'avenir. Léo, de son côté, écrivit une dernière lettre, je suis fier de toi. Nico. Berlin m'a guéri. Trouve ton bonheur. Nicolas la rangea dans une boîte, avec les souvenirs, et se tourna vers Marc. Leur amour, mûri par les épreuves, fleurissait en gestes quotidiens, un café partagé au lever du soleil. Une danse improvisée dans la cuisine au son d'un jazz ancien. Des nuits où leur corps parlait ce que les mots peinaient à exprimer. Marc sculptait Nicolas en secret à un buste aux traits tendres, exposé fièrement dans l'atelier.
Et Nicolas, inspiré, publia son journal sous forme de recueil anonyme, Lettre à un frère analphabète. Un hommage à Hugo qui toucha des centaines de familles brisées. Le printemps revint. Et avec lui, le voyage en Bretagne. Ils roulèrent le long de la côte. Fenêtres ouvertes sur l'iode salée. Hugo chantant des chansons bretonnes apprises par cœur. À Quiberon. Ils marchèrent sur la plage. Pieds nus dans le sable froid. Et Nicolas parla de leur mère, ses rires. Ses contes. Sa force silencieuse. Elle t'aurait adoré. Marc. Dit-il. Et l'artiste sourit. Serrant la main de Hugo. Le petit, ramassant des coquillages, déclara, maman est dans les vagues. Elle dit qu'on est parfait. Ce fut là, sous un ciel azur, que Nicolas fit sa demande non formelle, mais profonde. Agenouillé dans le sable, il offrit à Marc un anneau tressé de cordes de bateau, trouvé dans un marché aux poissons. Pas pour la loi, qui nous ignore encore trop souvent, mais pour nous. Veux-tu être mon partenaire? Mon amour? Le père que Hugo mérite? Marc, les yeux humides, répondit par un baiser salé par la mer. Hugo applaudit, jetant du sable en l'air comme une confetti. De retour à Paris, la vie s'embellit. Hugo entra en CE2, lisant ses premiers livres sans aide, et intégra un club d'art où ses dessins impressionnèrent les professeurs. Nicolas et Marc officialisèrent leur union lors d'une petite cérémonie au centre. Entourés d'amis militants, vœux échangés sous un arc-en-ciel de rubans. Hugo portant les alliances sur un coussin brodé. Léo envoya un message de félicitations. Et même le père, sobre depuis 2 mois. 20. Maladroit mais présent. Pourtant, la humanité de leur histoire résidait dans les failles. Il y eut des disputes, Marc doutant de sa carrière. Nicolas hanté par des nuits d'insomnie. Mais ils les traversaient ensemble. Avec des thérapies de couple et des promenades nocturnes le long du canal. Hugo, grandissant, posa des questions sur l'amour, pourquoi les gens détestent ce qu'on est. Nicolas répondit honnêtement, parce qu'ils ont peur de leur propre cœur. Mais nous, on l'ouvre grand. 1 an après le pont, ils retournèrent sur la tournelle. Par une soirée claire. Hugo, tenant un nouveau dessin, 3 hommes main dans la main. Face à un horizon infini. Le lança dans la scène comme un message. Pour les autres qui ont mal. Dit-il. Nicolas, serré contre Marc, murmura, tu m'as sauvé. Petit frère. Pas une fois. Mais 1000. Hugo rit. Innocent. C'est normal. Les frères. C'est pour ça. Et ainsi. Dans le tourbillon de Paris, cette ville de lumière et de secrets. Ils vécurent. Pas un conte de fées sans nuages. Mais une saga humaine, d'amour gai qui défie les chaînes. De fraternité qui illumine les ténèbres. De rédemption forgée dans la trahison et la tendresse. Nicolas apprit que être soi n'était pas une fin. Mais un commencement éternel. Guidé par un petit analphabète qui avait lu son âme avant même les mots. La scène murmura son approbation. Et le monde? Un peu plus doux. Tourna sa page.